Bon, on va reprendre. Alors, donc, d'une certaine façon, dans le prolongement logique de ce que je viens de raconter, on avait cette alternative de Dangeois, donc j'ai anticipé en quelque sorte en mettant ce nom-là. Et donc la question est de savoir dans quelle mesure le second terme de l'alternative, le fait qu'il y ait des intervalles errants, peut se produire. Alors la première réponse, enfin il y a deux réponses dues à Dangeois. La première réponse, c'est que donc ça ne se produira pas lorsque f est assez régulier. Alors il y a différentes formulations de assez régulier, enfin qui se ressemblent. Elles sont toutes des petites variantes de l'une à l'autre. J'ai choisi celle-là. Donc je suppose que f est un C1 difféomorphisme par morceau. Donc il y aura le cercle va être partagé. Donc d'abord, f sera quand même un homéomorphisme. Il n'y a pas de discontinuité introduite sur f elle-même. Donc f sera un homéomorphisme, mais du point de vue C1, il y aura a priori peut-être un nombre fini de discontinuités de la dérivée, mais je vais exiger que la dérivée soit de variation bornée. Donc peut-être des sauts de dérivée à certains endroits, mais au total, la variation totale de la dérivée reste bornée. Alors, donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'intervalle errant, c'est-à-dire que quand le nombre de... Bon, bien sûr, il faut que je suppose que le nombre de rotations de f soit irrationnel, mais à ce moment-là, donc pas d'intervalle errant, ça veut dire que f sera minimal, et donc topologiquement conjugué à la rotation par ρ de f. Donc, voilà. Donc si f est régulier, alors il y a disons deux cas particuliers, juste parce que souvent on dit simplement si f est un difféomorphisme de classe C2, à ce moment-là f est minimal. Bon, c'est juste pour dire, il y a une petite distinction entre ce que j'ai écrit ici. Je ne demande pas que, d'une certaine façon, une fonction à variation bornée, c'est une fonction dont la dérivée se trouve, au sens des distributions, se trouve dans l'espace L1. Alors, évidemment, si la dérivée est continue, c'est a fortiori dans L1, et donc ça sera vrai pour un difféomorphisme de classe C2. Alors, en fait, même C2 par morceau, bien sûr. C2 par morceau fonctionne tout aussi bien, donc le C2 assurant l'hypothèse de variation bornée. Mais il y a une classe d'homéomorphisme qui vérifie ça et qu'on rencontre assez souvent et qui est intéressant d'isoler simplement comme corollaire. C'est un homéomorphisme qui serait affine par morceau. Alors, bien sûr, affine par morceau, c'est C2 par morceau. Donc, ça vérifie bien les hypothèses. C'est juste pour dire... D'abord, les homomorphismes affines par morceau forment un groupe, donc je veux dire c'est quelque chose qu'on peut avoir envie de considérer, et donc quand ils n'ont pas d'orbite, quand le nombre de rotations est irrationnel, automatiquement il n'y a pas d'intervalle errant. Alors, donc on va démontrer le théorème de Dangeois, mais en fait on va d'abord démontrer une proposition, enfin il y a un truc un peu à tiroir, qui a son intérêt propre. Et donc je vais présenter, donc, qui s'appelle inégalité de Dangeois. Donc ρ de f est supposé irrationnel, ensuite, et j'appelle à ce moment-là Pn sur Qn la suite des réduites de ce nombre de rotations. Donc l'inégalité de Dangeois vous dit que c'est les mêmes hypothèses que dans le théorème, c'est-à-dire que f est C1 par morceau, difféomorphisme C1 par morceau, et la dérivée à variation bornée. À ce moment-là, donc ça vous contrôle en norme C0 le logarithme de la dérivée de l'itéré Qn. Donc ceci est contrôlé par la variation totale sur le cercle du logarithme de la dérivée. Voilà pour cette inégalité de Dangeois. Alors, donc je démontrerai la proposition, mais je montre d'abord que le théorème est une conséquence immédiate, puisque en admettant la proposition, eh bien, si j'ai un intervalle, je vais montrer qu'en fait, il n'y a pas d'intervalle errant. C'est ça que je dois montrer. Et pourquoi il n'y a pas d'intervalle errant? C'est parce que si j'ai un intervalle quelconque, non trivial, de longueur non nulle, à ce moment-là, j'aurai ceci, puisque la dérivée log dfqn sera toujours en valeur absolue inférieure à v, donc dfqn elle-même sera inférieure à e puissance exponentielle de v. Et donc, quand je regarde ce qui se passe pour cet intervalle, il ne peut pas être dilaté
par plus que exponentielle de v, et donc sa longueur est au moins exponentielle de moins v fois la longueur de j. Donc ça vous dit que ces intervalles ont une longueur, donc quand n varie dans la suite, enfin je veux dire qn varie dans la suite, les dénominateurs de la suite des réduites, ces intervalles-là ont une longueur minorée, et donc je ne peux pas en mettre un nombre infini sur le cercle de façon disjointe. Donc ils ne peuvent pas être disjoints, et donc il n'y a pas d'intervalle errant. Voilà. OK. Donc, encore une fois, cette proposition implique immédiatement le théorème de Dangeois. Maintenant, alors avant, je vais démontrer la proposition, mais en fait, il est d'abord souhaitable de démontrer en quelque sorte l'analogue de cette proposition pour le cercle, qui est en fait un peu antérieur, et qui s'appelle l'inégalité de Koxma. C'est essentiellement la même inégalité, mais faite pour les rotations. Donc, vous prenez un alpha. Alors, je ne l'ai pas mis irrationnel. Ce que je veux simplement, c'est pouvoir définir des réduites. Quand on fait l'algorithme de fraction continue, pour un rationnel, l'algorithme va s'arrêter, mais avant qu'il s'arrête, je peux quand même définir un certain nombre de réduites. Donc, je prends un nombre rationnel ou irrationnel dans le cercle, et puis donc, une réduite, donc c'est un des rationnels créés par la fraction continue, que j'écris toujours ce nombre rationnel sous cette forme P sur Q avec Q, donc premièrement P et Q premiers entre eux, mais le dénominateur strictement positif. Alors, je vais regarder les sommes Birkhoff de la rotation pour une fonction phi, donc une fonction qui est de variation bornée sur le cercle et qui est de moyenne nulle. Donc l'inégalité de Koxma vous contrôle ces sommes de Birkhoff. Attention, il n'y a pas le 1 sur Q, c'est vraiment la somme sans faire la moyenne. La somme de 0 à Q-1 le long d'une orbite quelconque, donc pour tout x, eh bien c'est contrôlé par la variation. Donc un très bon contrôle des sommes Birkhoff. Juste si vous aviez, juste pour comparer, si je suppose simplement que phi est continu, et de moyenne nulle, mais sans faire l'hypothèse de variation bornée, eh bien l'unique ergodicité de la rotation, et que je suppose, disons que j'ai une rotation irrationnelle, eh bien vous aurez que 1 sur Q multiplié par ces sommes va tendre vers 0. Mais bien sûr, vous avez ce facteur 1 sur Q, donc ça vous dit que ceci est petit o de Q, ce qui est évidemment beaucoup moins fort que de dire que la somme est bornée. Mais alors d'un autre côté, ce n'est pas du tout tous les entiers de Q que je considère, c'est uniquement les entiers Q qui correspondent au dénominateur des réduites. Donc c'est vraiment une sous-suite des sommes de Birkhoff. Alors, ici, la démonstration est simple. Là, je fais la démonstration de cette proposition. Alors, je ne sais pas si alpha est plus grand ou plus petit que P sur Q, puisque les réduites alternent, enfin, approchent alpha de chaque côté alternativement. Donc, je vais prendre le cas où alpha est plus grand que P sur Q. L'autre cas est complètement symétrique. Et donc, je vais diviser le cercle en intervalles. Donc, voilà, c'est l'intervalle I indice J. Donc, il est entre x plus jp sur q et x plus jp sur q plus 1 sur q. Alors, quand je fais varier p et q sont premiers entre eux, donc lorsque je laisse varier j entre 0 et q, ça va être écrit plus tard, mais j'obtiens comme ça une partition du cercle en q intervalles de longueur 1 sur q. Alors, comme alpha moins p sur q est... Alors ça, c'était la propriété des réduites. Donc là j'utilise fortement que p sur q est une réduite de alpha. C'est que la différence... Bon, j'ai supposé que la différence était positive quand j'ai supposé que alpha était plus grand que p sur q. Et par contre, de l'autre côté, c'est la propriété des réduites qui me disait que alpha moins p sur q est plus petit que 1 sur q2. Et par conséquent, quand je multiplie par j, j alpha moins jp sur q est effectivement plus petit que 1 sur q. Et donc, ça vous dit bien que l'intervalle que je viens d'écrire ici, il contient x plus j alpha. Et donc, quand je compare la valeur de phi en ce point x plus j alpha et la valeur moyenne de phi sur l'intervalle, comme donc ici j'ai un point de l'intervalle et je compare la valeur moyenne sur l'intervalle, c'est contrôlé par la variation de phi sur l'intervalle. Bon, maintenant, il suffit de sommer. Quand je somme sur j entre 0 et q-1, ici, quand je somme cette partie-là, j'obtiendrai la somme qui est ici, bien sûr.
Et puis quand je somme cette partie-là, j'obtiens 0, parce que tous les intervalles ont la même longueur 1 sur Q, hein, et leur moyenne de phi sur le cercle tout entier, hein, c'était 0. Hein, donc j'avais une partition en intervalles de même longueur, hein, donc en sommant ici, ça fait 0. Et quand je somme les variations sur les petits intervalles qui forment une partition du cercle, j'obtiens la variation sur tout le cercle, hein, au plus. Hein, et donc je conclus à cette inégalité. Donc on a montré l'inégalité qui est ici. Alors maintenant, pour montrer l'inégalité de Danjois, hein, il va falloir, je vais en fait faire la même démonstration. Ce n'est pas exactement une application de l'inégalité de Koxma. Je vais copier la démonstration. Hein, simplement, il faut que je vérifie que les hypothèses, que je puisse appliquer les hypothèses. Alors, il y a d'abord une remarque essentielle, enfin, je veux dire, c'est que les logarithmes des itérés, je l'écris une fois pour moi, on s'en sert absolument sans arrêt, hein, de nouveau, dans la théorie des systèmes dynamiques. Alors, il faudrait que j'écrive en grande dimension, ça serait des matrices, mais enfin, ici, donc, c'est que le logarithme de la dérivée d'un itéré se présente comme somme de Birkhoff, par rapport à f, hein, du logarithme de la dérivée elle-même. Hein. Donc, je vous rappelle, hein, l'inégalité de Danjois, c'était celle-là. Hein. Donc ici, j'ai une somme du Birkhoff, c'est bien comme dans le Koxma. La différence, c'est que j'ai f au lieu de R alpha. Hein, mais donc, ce qu'il va falloir que je vérifie, c'est que la fonction log df qui apparaît soit effectivement de moyenne nulle. Hein. Alors, c'est ça que dit d'abord le... Alors, moyenne nulle, mais moyenne nulle par rapport à la mesure qui est importante. Ici, c'était moyenne par rapport à la mesure de Lebesgue dans l'inégalité Koxma, mais maintenant que je fais une somme Birkhoff par rapport à f, bien sûr, il faut que je considère l'unique mesure de probabilité invariante par petit f, puisque j'ai un f qui est uniquement ergodique. Donc, je dois vérifier cette propriété. Donc de moyenne nulle. Et cette propriété, elle est facile à vérifier. Alors, il faut faire un toute petite, enfin, je veux dire, si f est directement de classe C2, log df est directement une fonction, enfin, je veux dire, plutôt log df était de classe C1, f est de classe C1, log df serait directement une fonction continue, et je pourrais dire que les moyennes de Birkhoff pour cette fonction convergent uniformément vers la moyenne. Ici, j'ai seulement supposé que c'est C1 par morceau, j'ai permis des discontinuités, donc je ne peux pas appliquer tel quel les résultats de convergence uniforme des sommes Birkhoff pour les transformations uniquement ergodiques. Donc je contourne cette toute petite difficulté en choisissant une fonction psi qui, elle, est continue, hein, et qui est plus petite que log df, mais qui continue à être une moyenne positive. Je veux montrer que ce n'est pas possible que la moyenne soit positive. Pour les mêmes raisons, bien sûr, je montrerai dans l'autre sens que ce n'est pas possible que la moyenne soit négative, et donc la moyenne sera nulle. Hein. Et donc, une fois qu'on a intercalé en quelque sorte cette fonction psi qui est encore de moyenne positive mais qui est maintenant continue, eh bien, j'ai les moyennes de Birkhoff de psi pour la fonction f. Donc elles convergent vers la moyenne de psi qui est positive, donc elles convergent vers une limite strictement positive. Et puis ici, j'ai les, donc je viens d'écrire la formule ici, hein, j'ai les sommes Birkhoff correspondant à f qui correspondent aux itérés, au logarithme des dérivées des itérés. Et donc ça, c'est évidemment pas possible, puisque dfn, quand j'intègre, fn c'est un homomorphisme du cercle, donc quand j'intègre sa dérivée sur le cercle, hein, je vais obtenir 1, ça, de toute façon, pour tout n. Hein. Mais d'un autre côté, cette propriété, puisqu'ici j'ai un nombre strictement positif, hein, cette propriété me dirait que les dfn croissent exponentiellement vite, et donc ça ne serait pas compatible avec cette propriété de moyenne. Alors de la même façon, dans l'autre sens, hein, puisque j'obtiendrais que ça décroît exponentiellement vite, et ça ne serait pas de nouveau pas compatible avec le fait que l'intégrale soit 1. Voilà, donc on a montré le lemme, et alors maintenant, je vous laisse peut-être le faire, si j'ose dire, hein, en copiant exactement, c'est-à-dire que cette fois-ci, je vais juste faire le dessin. Hein. Je vais avoir le point x
pour lequel je veux montrer que log, donc je vous rappelle, je veux montrer que log df qn de x en valeur absolue est majoré par la variation sur le cercle de log df. Donc qui ressemble tout à fait, à cause de cette formule, à l'inégalité de Koxma, ben, je fais la même chose. Donc c'est plutôt je vais diviser le cercle, enfin je vais faire comme ça, en intervalles. Alors cette fois-ci, les intervalles ne sont pas de longueur, enfin au sens de la longueur euclidienne 1 sur q, mais je vais les diviser en intervalles i indice j, comme avant, pardon. Donc Q intervalle, de la même façon, Q intervalle, et cette fois-ci, donc la mesure, mais la mesure invariante de ces intervalles doit être 1 sur Q. Donc c'est le même principe. Hein. Je divise en Q intervalles de mesure 1 sur Q successifs, et les propriétés du nombre de rotations vont me garantir que le jm intervalle va contenir le point fj de x, de la même façon qu'avant. Et donc, je vais de nouveau pouvoir comparer la moyenne, mais cette fois-ci la moyenne par rapport à la mesure mu, hein, de la fonction log df sur cet intervalle à la valeur de log df en ce point. Et donc, exactement de la même façon pour l'inégalité de Koxma, j'obtiendrai l'inégalité de Dangeois. Hein. Les deux preuves sont totalement parallèles. Voilà, je n'ai pas cherché à faire, ce que je veux dire, c'est qu'à ce stade, je ne sais pas encore que c'est conjugué, hein, donc je n'ai pas voulu dire directement, je transporte tout, parce que h n'est pas inversible, donc il faut que je fasse un tout petit peu attention. A posteriori, h sera inversible, donc je pourrais faire ça, mais à ce stade, je n'ai pas encore démontré que la semi-conjugaison est une conjugaison. Voilà, mais enfin, basiquement, c'est ça que je fais. OK, alors ça c'est dans un sens. Hein. Si f est suffisamment régulier, donc avec les propriétés que j'ai montrées, essentiellement que la dérivée est à variation bornée, hein, à ce moment-là c'est minimal, pas d'intervalle errant. Mais inversement, si on se place en une régularité légèrement inférieure, c'est-à-dire que je vais considérer l'intersection de ces groupes pour R strictement inférieur à 2 cette fois-ci, donc quelque chose qui est de classe 2 moins epsilon pour tout epsilon positif, eh bien je peux trouver, quel que soit le nombre de rotations que je me donne, hein, je peux trouver un f qui a des intervalles errants avec ce nombre de rotations et cette régularité. Donc le C2 est en quelque sorte vraiment la bonne, limite, enfin je veux dire la bonne séparation entre existence et non-existence d'intervalles errants. Alors, pour ce qui est de la démonstration, hein, de la construction, je ne vais pas faire tous les détails, c'est un peu, enfin, je veux dire, c'est pas passionnant, mais ce n'est pas difficile. Alors d'abord, comme souvent, c'est plus pratique au niveau d'écrire les choses, hein, c'est plus pratique de ne pas construire petit f, mais de construire un relèvement grand F. Bon, ça c'est pratiquement systématique, toujours plus facile pour écrire les choses, de se placer sur la droite réelle. Alors, la première chose va être de choisir une suite de longueurs qui seront en fait les longueurs des intervalles errants qu'on va construire. Les intervalles errants ne sont pas encore là, mais ils vont arriver. Donc, on prend une suite. Donc, propriété de cette suite, c'est qu'elle doit tendre, d'une part, elle doit tendre vers 0. Alors, attention, elle est indexée par z. Hein. C'est pour ça que je suis obligé, comme je veux que ça ait un sens pour tout, de mettre des valeurs absolues d'abord, puisque q est dans z. J'ai mis 1 plus q parce que je veux éviter, enfin je veux dire, il y a q égale 0 qui est possible, et ici, donc il ne faut pas que je prenne le logarithme de 1. Hein. Voilà, donc je veux une suite qui tende vers 0, mais qui tende vers 0, enfin le plus lentement possible, mais je veux quand même que la série converge. Hein. Donc j'ai pris 1 sur, bon, à l'exception des translations, 1 sur q log carré q. J'aurais bien sûr pu mettre à la place de 2 n'importe quelle puissance plus grand que 1, ou même rajouter des facteurs log-log, mais ça n'améliore pas vraiment les choses du point de vue du résultat. Donc ce choix-là est raisonnable. Hein, et donc j'ai mis une constante c normalisée de façon à ce que la série soit égale à, la somme de la série soit égale à 1. Voilà, donc c'est les longueurs. Alors comment on fait? Donc on construit une application. Alors il faut que H va être la semi-conjugaison. Alors vous vous rappelez, la semi-conjugaison, elle était définie essentiellement à composition
à gauche par une rotation. Donc ici, je tue ce choix en quelque sorte en imposant à 1,5 d'aller sur 1,5. En fait, comme ça va commuter aux translations entières, ça veut dire que 1,5 plus m va sur 1,5 plus m pour tout m. Hein. J'ai évité de mettre 0 au lieu de 1,5. Pourquoi? C'est parce que précisément les images inverses des intervalles, des points, pardon, de la forme Q alpha plus P, ces images inverses ne seront pas seront des intervalles, ne seront pas des points. Hein. Donc c'est ce qui est écrit ici. Donc par contre, 1,5 n'est pas de cette forme-là, puisque alpha est irrationnel. Hein, alpha est irrationnel, donc 1,5 n'étant pas de cette forme-là, 1,5 aura une seule image réciproque, et qui sera 1,5. Donc je demande ici, alors à cause de cette propriété, hein, c'est assez facile de se convaincre que ceci détermine complètement la position de l'intervalle J de QP. Hein, ça détermine en fait complètement l'application H. Hein, puisque sur chaque intervalle de longueur 1, disons entre moins 1,5 et 1,5, hein, j'aurai pour chaque Q un unique choix de P, hein, tel que Q alpha plus P soit compris entre moins 1,5 et 1,5. Hein, et donc, pour chaque Q, un unique P tel que j'ai cet intervalle-là, et comme donc j'ai déjà complètement rempli la longueur de l'intervalle qui est 1, j'ai plus de liberté pour bouger les intervalles. Bon, on peut écrire une formule, mais la formule n'est pas spécialement inspirante. Donc c'est assez clair qu'un tel H existe, croissant. Hein. Il est donc constant. Hein, il est constant sur chacun de ces intervalles J de Q sur P. Alors, par construction, il vérifie ça, de la façon dont je l'ai écrit. Hein. Alors, il vérifie aussi, puisque justement, quand je change Q par 1, alors il va falloir vérifier, enfin, faire en sorte que F, donc je n'ai pas encore construit F, hein, j'ai pour le moment construit la semi-conjugaison. Donc le F arrive, c'est-à-dire que je commence par, bon, je vais certainement lui imposer cette condition, et puis n'oubliez pas que je veux faire une semi-conjugaison, donc je veux imposer ceci. Alors, en fait, ça va complètement déterminer F en dehors des intervalles J de Q sur P, puisque par le fait que F est croissant, hein, je n'aurai plus le choix avec cette propriété. Hein, donc, non, excusez-moi, ce n'est pas cette propriété. Oui, si, j'ai déjà déterminé ici, puis ensuite je vais trimballer, je vais utiliser cette relation pour passer de 1,5 plus m sur toute l'orbite par la rotation R alpha, hein, donc un ensemble dense. Et donc F sera comme ça déterminé par cette relation sur le complémentaire des intervalles J de Q sur P. Donc il reste en fait à choisir soigneusement. Donc j'ai ces intervalles J de QP. Alors j'ai mis P égale 0 ici parce que bien sûr tout commute aux translations entières. Donc il suffit de le faire proprement. Alors d'après la propriété de semi-conjugaison qui est ici, hein, l'intervalle J de Q0 doit aller sur l'intervalle J de Q plus 1, 0. Hein. Alors par contre, les propriétés que j'ai écrites ne déterminent pas cette restriction. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai un intervalle, donc là j'ai J de Q0. Ici j'ai l'intervalle J de Q plus 1, 0. Et je dois définir grand F allant de cet intervalle sur celui-là. Voilà. Un homéomorphisme. Je voudrais le prendre aussi régulier que possible. Alors, encore une fois, je ne fais pas la vérification totale, mais pour être convaincu, disons, je dois observer que la longueur LQ plus 1, donc la longueur de cet intervalle JQ plus 1, 0, c'est la longueur LQ plus 1. Je vais prendre Q positif, disons ici. Ça serait la même chose pour Q négatif. Donc la longueur de LQ plus 1 hein, sur LQ, si vous regardez la formule pour LQ, vous voyez que ça va être de l'ordre de, enfin, moins 1. Hein, c'est essentiellement de l'ordre de 1 sur Q. Dans ce sens-là, c'est plutôt moins 1 sur Q, d'ailleurs. Ce n'est pas grave. Donc, vous êtes censé envoyer cet intervalle sur un intervalle légèrement plus petit. Hein, il est au premier ordre, il est de la même taille, c'est le 1 qui est ici, hein, mais il est quand même légèrement plus petit.
Donc la longueur ici, c'était LQ, qui est de l'ordre de 1 sur Q log carré Q. J'ai éliminé les 1 et les 2, etc., parce que je considère Q est grand. Donc vous voyez que la fonction, si je regarde la fonction log df, je sépare ici, donc ça, je grandis j de Q0, et je regarde la fonction log df sur cet intervalle, bien, je vois qu'à cause de cette relation, comme df doit envoyer un intervalle de longueur LQ sur un intervalle de longueur 1 plus 1 sur Q plus grand, il faut que quelque part, typiquement, log df, alors je vais prendre log df 0 aux extrémités, donc df égale 1 aux extrémités, mais quelque part, il faut que log df en valeur absolue, alors ça serait moins log df ici, de la façon dont je l'ai fait, vaille environ 1 sur Q. Je peux très bien prendre une fonction comme ça, mais avec quelque chose qui est de l'ordre de 1 sur Q. Maintenant, comme vous voulez quelque chose qui soit de l'ordre de 1 sur Q, mais sur un intervalle qui était comme ceci, donc qui est plus petit, donc le dessin est trompeur, il faudrait que je laisse monter un peu plus haut ceci, voilà. Vous n'y arrivez pas, disons par exemple en prenant ceci Lipschitz, puisque l'intervalle n'est pas assez grand pour arriver ceci avec une constante Lipschitz bornée. Mais par contre, comme les puissances de Q sont les mêmes, je veux dire, vous avez 1 sur Q log carré Q et 1 sur Q, vous voyez que vous pouvez y arriver assez facilement avec une fonction qui est Hölder d'exposant alpha pour tout alpha plus petit que 1. Et c'est donc un peu, ça c'est log df, donc ça vous donne la régularité qui est indiquée dans la proposition. Bon, je n'ai pas fait toutes les vérifications, mais enfin, je pense que j'ai indiqué les idées principales. Et donc, ça conclut en quelque sorte cette partie de Danjois. Alors, dans la dernière partie aujourd'hui, je veux aborder un peu les problèmes de conjugaison différenciable, donc la troisième partie, la théorie CAM. Alors, je vais d'abord donner quelques énoncés, je ne vais pas les démontrer. Je vais démontrer quelques énoncés, mais pas forcément ceux que j'indique maintenant, et certainement pas celui-là. Donc voilà, je mets celui-là en premier, donc c'est d'abord un des premiers énoncés du Arnold. Alors Arnold dans le cas du théorème local, mais surtout Hermann, enfin je veux dire ici, avec une condition arithmétique un peu plus restrictive et moi avec la condition diophantienne. Donc si vous prenez un nombre de rotations, si vous avez un difféomorphisme de classe C infini, donc ici c'est la régularité c'est C infini, et que vous faites l'hypothèse que alpha est diophantien, alors la conjugaison est en fait est aussi de classe C infini. Alors je devrais dire, je ne l'ai pas indiqué, que la condition est optimale, c'est-à-dire qu'inversement, là c'est un peu ma faute, j'aurais dû l'indiquer sur les slides, si vous prenez un nombre alpha qui n'est pas diophantien, alors Hermann a construit des exemples qui sont C infini, mais par contre la conjugaison n'est même pas de classe C1. Donc il y a vraiment une rupture brutale du point de vue arithmétique entre les nombres diophantiens, où la conjugaison est C infini comme le difféomorphisme, et les nombres qui ne sont pas diophantiens, les nombres de Liouville, où la conjugaison, a priori, perd toute régularité. Alors, bien sûr, elle est quand même, c'est zéro. On a le théorème de Danjois, j'ai des difféomorphismes de classe C infini, donc la conjugaison, c'est un homéomorphisme. Mais la régularité tombe complètement et sera, a priori, même pas C1. Voilà. Donc, voilà un théorème en C infini. Alors, en fait, il y a des énoncés en différentiabilité finie. Donc ici, ça devrait vous rappeler un petit peu quelque chose sur l'équation de différence qu'on avait vue. C'est pas tout à fait, enfin c'est proche, mais c'est pas tout à fait ce qu'on avait énoncé. Donc si je pars d'un difféomorphisme de classe CR, que le nombre de rotations vérifie une condition diophantienne d'exposant tau, et que donc R est suffisamment grand, c'est-à-dire que R est plus grand strictement que 1 plus tau, à ce moment-là, étant donné S tel qu'on est... excusez-moi, R est plus grand que 2 plus tau, pardon, c'est ça qu'il aura fallu, puisque S est au moins égal à 1. À ce moment-là, la conjugaison H sera cette fois-ci de classe CS.
Donc bien sûr, cet énoncé implique celui-là en permettant à R et S de tendre vers l'infini et à taux de prendre n'importe quelle valeur. Donc cet énoncé est plus précis, puisqu'il parle de différenciabilité exacte. Par contre, il n'est pas tout à fait optimal, c'est-à-dire si, je peux jouer sur décès de taux et varier enfin pas forcément varier taux, mais enfin jouer autour de décès de taux. Et donc, on n'a pas la brusque dichotomie qu'on avait entre Diophancien et Liouville. Alors, donc ça, c'était dans les différenciabilités finies et infinies. Voilà un autre énoncé, cette fois-ci dans le cadre analytique. Donc, c'est juste pour donner un ensemble d'énoncés. Mais ensuite, je vais dire, de toute façon, je passerai toute la prochaine fois, essentiellement la semaine prochaine, à traiter le cas analytique. Donc là, je donne un premier énoncé dans le cas analytique. Donc je prends cette fois-ci, de façon peu surprenante, enfin peu surprenante dans le sens où on vient de passer 2 séances avec les germes de diffeomorphisme holomorphe. Donc la condition arithmétique pertinente sera, pour commencer, la condition de Bruno. Je dis pour commencer parce qu'on verra la semaine prochaine qu'il y a une autre condition arithmétique pertinente, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Donc si je prends un nombre de Bruno, alors à ce moment-là, je vais considérer ici un théorème local, c'est-à-dire que je vais considérer un difféomorphisme analytique du cercle, mais alors automatiquement, comme il est analytique, je peux considérer son extension holomorphe dans une petite bande. Donc une petite bande, je pense au cercle. Le cercle, c'est R sur Z, et R sur Z, je le vois comme le cercle équateur dans le cylindre C sur Z. Donc j'ai le cylindre C sur Z, j'ai la bande partie imaginaire de Z strictement inférieure à R. Donc automatiquement, lorsque F est analytique, il est holomorphe dans une telle bande, en tout cas en choisissant R suffisamment petit. Mais ici, je vais faire une hypothèse supplémentaire, c'est que je vais supposer que non seulement il est holomorphe dans cette bande, mais qu'il est proche de leur rotation, proche de la rotation uniformément. C'est-à-dire que simplement f de z moins alpha est plus petit que epsilon dans la bande, pas seulement sur le cercle. En particulier, bien sûr, sur le cercle, mais j'exige d'avoir cette proximité dans la bande. Donc si je prends epsilon assez petit, eh bien, H, la conjugaison entre f et R alpha, sera également analytique. Donc, de nouveau, même régularité analytique entre la conjugaison et f elle-même. Alors on verra, là c'est un théorème local, donc encore une fois à cause de cette hypothèse, on verra la semaine prochaine un énoncé où il n'y a plus cette restriction, mais à ce moment-là, il faut restreindre un petit peu plus le nombre de rotations, introduire une autre condition arithmétique dont je ne parle pas aujourd'hui. Alors ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, disons, donner une démonstration d'un théorème de conjugaison qui n'est pas aussi précis que ceux que j'ai indiqués, mais qui a le grand avantage d'avoir une démonstration très simple. Très simple. Donc, c'est une méthode qui a été introduite par Michel Hermann, sauf que comme il voulait... Enfin bon, je vais d'abord expliquer. Donc, voilà le résultat que je veux démontrer. Donc, c'est un théorème qui est, encore une fois, plus faible que ceux que j'ai énoncés un petit peu, mais bon, grand avantage, c'est que je veux pouvoir le démontrer ici en un quart d'heure, un peu plus. Alors, donc, je suppose que j'ai un nombre de rotations qui satisfait une condition diophancienne d'exposant taux, mais je restreins, je ne prends pas n'importe quel taux. Je demande que taux soit compris entre 0 et 1, strictement plus petit que 1. Alors, c'est déjà quand même bien, dans le sens où cet ensemble d'essais de taux, une fois que taux est strictement positif, cet ensemble est de mesure totale. Donc, ça va démontrer quelque chose pour presque tout nombre de rotations. Alors, je vais avoir un entier. Donc là, je vais travailler avec des différentiabilités entières, alors que les énoncés que j'avais indiqués, celui de Carstensen, Ornstein, Kanin-Sinai, enfin et moi-même, les différentiabilités étaient n'importe quelle régularité eulérienne. Mais enfin, ici, je vais avoir une régularité entière. Donc R, l'entier au moins égal à 3, ça va être la régularité de la conjugaison. Et pour avoir une conjugaison de classe CR, il va falloir que je parte de quelque chose de classe CR plus 3. Donc je vais prendre quelque chose de classe CR plus 3, proche d'une rotation. Donc c'est un énoncé comme dans le théorème analytique, c'est un énoncé local. On a vu dans les énoncés précédents que dans cette régularité, en principe, je n'ai pas besoin de l'hypothèse du théorème local, mais pour la méthode que je veux introduire, il me faut vraiment supposer que le difféomorphisme est proche d'une rotation. Donc il existe un voisinage V,
tel que tout f dans ce voisinage, donc suffisamment proche de R alpha, donc dans cette topologie CR plus 3, s'écrivent sous cette forme-là. S'écrivent sous cette forme-là avec... alors, ici, j'ai normalisé la conjugaison, j'avais déjà expliqué. Bien sûr, si vous remplacez H par H rond RT, ben vous voyez que ça ne changera rien parce que les RT vont s'éliminer. Il y aura un R-T qui vient ici, un RT ici, et ça commute à R alpha, donc tout va disparaître. Donc, si je veux d'écrire de façon unique, il faut que je normalise H. Donc, j'impose cette condition qui est une normalisation comme une autre, une normalisation assez pratique. Donc, la conjugaison va être de classe CR. Ici, vous allez voir dans la démonstration, j'ai besoin de supposer que R est au moins égal à 3, pour une raison qui va apparaître dans le prochain slide. Et j'ai besoin, bien sûr, de rectifier ici par RT. La raison, c'est que je n'ai pas fait l'hypothèse ici que le nombre de rotations de f est alpha. Bien sûr, je ne peux pas espérer conjuguer f à R alpha si le nombre de rotations de f n'est pas alpha. Donc, c'est quelque chose qui apparaît très souvent, et surtout en dimension supérieure, on verra au moment des tors invariants, c'est d'éviter en quelque sorte de passer par la notion de nombre de rotations, qui surtout en dimension supérieure devient plus compliqué à traiter, enfin à introduire. C'est plutôt des ensembles de rotations, etc. Et donc de remplacer ce genre d'hypothèse par donc, une formulation qui implique que j'ai effectivement une conjugaison ici, mais que je compose un terme ici qui est en train de rectifier le nombre de rotations. Donc, alors, juste avant un complément, donc le mérite aussi de ce théorème, c'est que ça va me donner quelque chose qui n'était pas, pour le coup, dans les essais précédents, c'est une dépendance de la conjugaison et de la rectification, RT, là, une dépendance de T et de H par rapport à F. Donc, cette application, donc, F étant variant dans la topologie CR plus 3, T dans R simplement, et grand H dans la topologie CR, cette application sera de classe C1. Alors, juste deux choses. Oui, voilà. Donc, je l'ai déjà expliqué partiellement. Bon, donc, ici, j'ai quelque chose, H rond R alpha rond H-1, qui a pour nombre de rotations alpha. Et en fait, c'est si et seulement si, c'est-à-dire que pour avoir un nombre de rotations alpha, il faut que T soit égal à 0. Il suffit que T soit nul. En fait, la propriété générale que j'ai, c'est que si j'ai un nombre irrationnel, et si je prends n'importe quel difféomorphisme dans le groupe des zéros de T, homéomorphisme, je veux dire, ça n'a rien à voir avec des difféos ici, c'est une propriété valable pour les homéomorphismes, eh bien, je peux corriger f par une rotation, en faisant cette composition, donc T est unique, de façon à ce que le nombre de rotations soit égal à alpha. Ça vient de la propriété suivante, que je n'avais pas énoncée auparavant. Donc, on avait vu déjà que ça, on l'avait vu, que si donc ça, on l'avait vu. Alors, la question est, est-ce qu'on a ceci C'est sur l'unicité. Alors, il y a deux choses. Il y a, d'une part, le nombre de rotations dépend continuellement, que je n'ai pas vraiment mentionné, mais dépend continuellement du paramètre t. Donc, on sait que c'est une fonction croissante de t. La question, c'est est-ce qu'il pourrait être constant, est-ce qu'il pourrait avoir tout un intervalle de valeur de t pour lequel le nombre de rotations est alpha? En fait, non. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, sous cette forme-là, ça ne serait pas vrai, puisque si le nombre de rotations est nul, j'ai certainement voilà, un difféomorphisme f dont le nombre de rotations est nul, et en voilà un autre qui lui aussi a des points fixes, et donc le nombre de rotations est également nul. Donc la propriété qui est écrite ici est fausse telle qu'elle. Mais par contre, elle devient vraie si je suppose par exemple que ρ de f, ou ρ de g si vous préférez, mais enfin c'est pareil, est irrationnel. Bon, je vous laisse peut-être, comme je veux avoir le temps de démontrer le théorème, je vous laisse ceci comme exercice. Mais enfin, cette propriété vous dit qu'il existe effectivement ici un unique t tel que ce nombre de rotations soit égal à alpha. Bon, alors,
j'entame maintenant la démonstration du théorème. C'est de l'analyse fonctionnelle. Pour être tout à fait... Hermann avait démontré un théorème, c'est pour ça que je dis suivant, mais ce n'est pas exactement... Hermann démontrait un théorème qui était meilleur, à part que la conclusion ici était un peu plus faible. Et puis, en fait, il partait de CR plus 2 ici au lieu de CR plus 3, donc une dérivée, il réclamait une dérivée de moins, mais par contre, donc ici, il n'obtenait pas la conclusion que c'est de classe C1, et d'ailleurs, je suspecte que c'est peut-être faux, cette conclusion, si on part seulement de classe CR plus 2. La différence, c'est qu'à un moment décisif, il utilise un théorème de point fixe sophistiqué, le théorème de Schauder-Tikhonov, qui est essentiellement une généralisation en dimension infinie du théorème du point fixe de Brouwer, alors que là, je vais utiliser le théorème des fonctions implicites usuelles. Alors, le théorème du point fixe des fonctions implicites usuelles donne des choses qui dépendent de façon lisse des paramètres, tandis que dans le théorème de Brouwer ou de Schauder-Tikhonov, le point fixe n'est pas unique pour commencer, donc on a du mal, à contrôler la dépendance par rapport aux paramètres. Donc, disons que c'est on obtient quelque chose qui est un peu moins bien que ce que Hermann démontre au niveau de la paire de régularité, mais avec une conclusion un peu plus forte. OK, alors je suis donc, ceci étant, c'est vraiment la démonstration de Hermann, à part une petite modification à un certain endroit. Alors pourquoi j'ai besoin de 3 dérivées pour la conjugaison, c'est parce que je vais faire intervenir ce qui s'appelle la dérivée schwarzienne. Alors, d'abord, avant la dérivée schwarzienne, on a cette fonction qu'on appelle quelquefois distorsion de f, donc la dérivée du logarithme de la dérivée. Donc c'est essentiellement la dérivée seconde. Vous pouvez aussi l'écrire d2f sur df si vous préférez, qui exprime la façon dont f déforme les rapports. C'est-à-dire que cette fonction s'annule si et seulement si f est affine. Une fonction affine, c'est une fonction qui préserve les rapports d'intervalle. Alors, il y a une formule de composition pour la distorsion, qui est celle-là, donc qui est juste obtenue en dérivant en fait, cette formule-là, je veux dire, pour 2 diffeomorphismes, donc qui est ici. Mais ce n'est pas, pour une raison qui peut-être apparaîtra un peu plus tard, ça ne suffit pas tout à fait de se servir de ceci, au moins lorsque la condition diophantienne tau, est strictement positive. Alors, par contre, la dérivée schwarzienne est obtenue donc, en allant chercher une dérivée de plus. Donc ici, il fallait quelque chose de classe C2 pour définir ceci. Ici, il me faut 3 dérivées. Il me faut 3 dérivées. Et donc, ça s'exprime. Voilà la formule, voilà la définition. Et il se trouve, cette expression a la propriété de mesurer comment f déforme les birapports. Donc 4 points cette fois-ci au lieu de 3. Ici, j'avais 3 points et je regardais comment le point à l'intérieur, relativement aux extrémités, se déplaçait. Ici, donc, c'est par rapport non aux transformations affines, mais aux transformations projectives, aux homographies. Donc les transformations telles que SF s'annule sont exactement les transformations projectives. Voilà, donc il y a une relation qui est tout à fait analogue pour la composition analogue à celle-là, qui est celle-là. Donc la différence, c'est qu'il y a un carré ici au lieu d'une puissance 1 ici. Mais sinon, la même propriété de composition. Alors malheureusement, ça n'existe pas avec des dérivées quatrièmes où il y aura un dg puissance 3, etc. Les miracles s'arrêtent là, mais parce qu'il n'y a d'une certaine façon pas de groupe qui serait un groupe un cran plus loin que les homographies qui seraient de dimension finie, etc. Bon. Alors, donc, ce que j'ai besoin simplement, c'est de la définition de la dérivée schwarzienne et de la propriété de composition. Alors, juste une notation, donc CR de t avec un indice 0, ça veut dire que c'est les fonctions de moyenne nulle, périodiques, donc de classe CR bien sûr, mais le 0 se réfère à être de moyenne nulle. Et de la même façon, dr0 de t, le 0 se réfère au fait que la différence, h de x moins x, est de moyenne nulle. Donc ça, c'est les 2 notations dont j'ai besoin. Alors maintenant, je pars. Donc ça, je vous rappelle que c'est ce que je veux faire. Je veux écrire f, suffisamment voisin de R alpha, f étant de classe CR plus 3, sous cette forme. Alors, ce que je fais, c'est que je vais passer h de ce côté-là,
donc f rond h égale RT rond h rond R alpha, et je prends les dérivées schwartziennes des deux côtés. Donc, quand je prends la dérivée schwartzienne de f rond h, c'est SF rond h dh carré plus SH, le SH que j'ai fait passer là-bas. Hein. Quand je prends la dérivée schwartzienne de RT rond h rond R alpha, RT et R alpha, c'est des translations. Donc les dérivées schwartziennes sont nulles. Donc il me reste juste la dérivée schwartzienne de SH, composée avec R alpha, que je devrais en principe multiplier par dérivée de R alpha au carré, mais la dérivée d'une translation, c'est 1. Donc j'obtiens juste ce terme-là, SH rond R alpha. Donc comme j'ai expliqué, le SH qui apparaissait de ce côté-là, je le refais passer de ce côté-là. Donc en prenant les dérivées schwartziennes des deux côtés dans cette équation, j'obtiens cette équation. Alors là, on est content d'une certaine façon parce qu'on reconnaît ici un opérateur, l'équation de différence, que j'ai longuement étudié dans la première séance, enfin longuement, que j'ai étudié dans la première séance. Hein. Alors à ceci près, bien sûr, ce n'est pas juste une équation linéaire parce que h apparaît des deux côtés. Alors h apparaît des deux côtés, mais pas de la même façon, puisque, et donc c'est là ce qui va faire marcher les autres. Ici, h, il y a trois dérivées de h qui apparaissent, puisque j'ai la dérivée schwartzienne de h. Hein. Il y a trois dérivées de h qui apparaissent ici, mais il y en a une seule de ce côté-là, puisque j'ai la dérivée schwartzienne de f, mais f, justement, j'ai pris la précaution de prendre f de classe CR plus 3, donc la dérivée schwartzienne de f sera encore de classe CR, hein, et donc là, je fais la composition par h, multipliée par dh, donc je prends une dérivée de h, mais pas plus. Voilà, donc c'est ce décalage entre les deux côtés qui va permettre de traiter cette équation, de résoudre cette équation. Alors une fois qu'on aura résolu cette équation, il faudra remonter à celle-là, mais ça sera facile. Donc voilà un premier lemme, si j'ose dire. Donc, enfin, pas si j'ose dire, voilà le premier lemme. Donc je regarde le terme de gauche. Hein, je regarde le terme de gauche comme fonction de f et de h. Hein, donc f est de classe CR plus 3. H est de classe CR, mais normalisé par la condition qui est ici. Hein, et puis donc le résultat, qui est ici, SF rond H. Oui, alors là j'ai eu tort, je ne devrais pas mettre le 0, je suis désolé, il y a toujours des erreurs qui... ceci, je ne sais pas, et en fait, je ne sais pas que c'est une moyenne nulle, donc je dois enlever le 0 qui est ici. Cette fonction-là est simplement une fonction de classe CR-1. Hein, puisque, encore une fois, f est de classe CR plus 3, donc SF est de classe CR. Je compose SF par H qui est aussi de classe CR, donc SF rond H est de classe CR, et par contre, H étant de classe CR, DH est de classe CR moins 1. Hein. Donc, je m'excuse, il faut que je retire ce 0. Malheureusement, j'ai déjà mis sur le web les notes pour aujourd'hui, donc cette erreur s'y trouve, vous la corrigerez. Hein, donc il faut que j'enlève ce 0, mais par contre, ceci étant, ayant enlevé ce 0, j'obtiens quelque chose. Alors j'obtiens quelque chose de classe C1. Donc là, il faut s'en convaincre. C'est assez... je dis de nouveau, je ne vais pas le démontrer, mais c'est un... parce qu'on sens. Quand je regarde la composition FG donne F rond G. Alors le produit ne pose pas de problème. Le produit, c'est une opération bilinéaire. Ce qui pose un problème, enfin une justification, c'est SF rond H, hein, une composition. La composition, c'est plus désagréable à manipuler comme opération. Alors quand je regarde cette opération, je peux la voir comme ayant des applications CR. Alors ça va bien, enfin, si je fais la composition de deux applications de classe CR, c'est de classe CR. Mais quand je cherche à voir quelle est la régularité de cette application, hein, c'est seulement de classe C0. Je ne peux pas dériver par rapport à f et g. Par contre, si je regarde, donc, si je regarde le résultat f rond g comme étant de classe CR-1, donc évidemment, si c'est de classe CR, c'est a fortiori de classe CR-1, donc cette application-là, en ayant perdu une dérivée, ici, ça devient de classe CR. Bon, donc c'est ce que j'utilise dans ce lemme. Pour dire que c'est de classe C1, c'est que j'ai cette composition SF rond H. SF était de classe CR, H est de classe CR, mais je regarde le résultat comme étant de classe CR-1, et donc c'est de classe C1. Alors, je peux calculer la différentielle justement de cette application. Alors, le point de référence, bien sûr, c'est quand F est égal à la rotation et la conjugaison est égale à l'identité. Hein. À ce moment-là, j'obtiens... Alors, comme F est une rotation, ceci est nul. Hein, ceci est nul.
H, c'est l'identité, donc évidemment, la valeur, c'est 0. Et la différentielle, ben, vous pouvez assez facilement vérifier que c'est ceci, parce que, justement, comme SF s'annule, ça ne sert à rien de dériver là, puisque j'ai 0 ici. Hein, et donc, SF s'annule pour f égale R alpha. Donc, il faut que je vois comment varie la dérivée schwarzienne de f quand f est proche de la rotation. Et un petit calcul immédiat vous dit que la variation est donnée par ceci. Donc, l'important, c'est que la différentielle de l'application ne dépend pas de cette variation delta H. Hein. Ça ne dépend que de la variation de f et pas de la variation de H. Ce n'est pas dire que l'application elle-même ne dépend pas de H, mais la dépendance en H est en quelque sorte quadratique. Alors, donc ça c'est le premier lemme. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce lemme? Alors, je vais considérer ce phi, c'est l'application qui est ici, donc elle n'est pas de moyenne nulle. Hein. Donc, je vais soustraire la moyenne de la fonction phi, j'obtiens à ce moment-là une fonction de moyenne nulle, et maintenant j'utilise les résultats sur l'équation aux différences qu'on a vu dans la première séance. Donc, je peux trouver un opérateur borné, donc je dois perdre 2 dérivés. Alors, ceci, c'est parce que j'ai une condition diophantienne taux strictement plus petit que 1. Donc, je peux aller donc, de cet espace dans celui-là, hein, de façon à, alors là, cette fois-ci, je prends la solution de moyenne nulle, ça, je pouvais toujours choisir la solution de moyenne nulle, de façon à donc résoudre l'équation aux différences, pour une certaine, donc ceci pour toute fonction phi. Donc j'ai cet opérateur borné grand L, qui résout l'équation aux différences. Donc là, j'utilise bien sûr la condition arithmétique avec toute sa force. Maintenant, donc, ce que je veux faire, je vous rappelle, c'est résoudre. Alors, j'ai réécrit l'équation star qui avait avant, hein, sous forme. Bon, j'avais une équation de différence. Donc, il faut en quelque sorte que cette composition, le grand phi que je viens de considérer dans le lemme 1 suivi par L, soit égale au terme que j'avais, hein, à la solution, c'est-à-dire SH moins ça, puisque j'ai normalisé, hein, SH moins sa moyenne. Et par ailleurs, il faut quand même que cette moyenne soit nulle, parce que je veux a priori ne pas retrancher. Alors, donc c'est ici qu'on va gagner quelque chose, parce que c'est ici qu'on a 3 primitives à prendre pour récupérer H ici. Donc il y a un petit lemme complètement élémentaire, mais crucial, qui est que, essentiellement, si je me donne cette fonction, H est complètement déterminé. Hein, donc il y a une unique façon, une façon canonique, de prendre les 3 primitives, en quelque sorte. Je vous rappelle que ce n'est pas des opérateurs simplement linéaires. Hein, SH, il y a un carré de d log df. Enfin, je veux dire, il faut. Mais au niveau du théorème des fonctions implicites, enfin du théorème d'inversion locale, en l'occurrence, c'est complètement trivial. Hein, quand je regarde cette application de dr0, donc h normalisé, à valeur. Alors maintenant, dans CR-3,0, ici c'est correct parce que j'ai retranché la moyenne. Hein. J'ai retranché la moyenne, donc c'est bien à valeur dans CR-3,0. Bien, cette application est de classe C1. Là, il suffit d'écrire la formule directement pour SH. Hein, et quand je calcule la différentielle en l'identité, c'est cette application-là. De nouveau, prendre la dérivée troisième de la variation. Alors maintenant, ça, c'est clair que c'est inversible. Hein, c'est inversible parce que c'est des fonctions qui sont sur le cercle périodique. Bien sûr, en général, sur une fonction sur l'axe réel, quand je prends une primitive, j'ai une constante d'intégration. Mais si je veux prendre des primitives qui soient périodiques, ça me dit qu'est-ce que je dois prendre comme constante d'intégration. Il n'y a qu'à la dernière primitive, je dois prendre 3 primitives ici, hein, la dernière fois où j'aurai a priori le choix d'une constante d'intégration, mais comme j'ai imposé le fait que h moins l'identité soit une moyenne nulle, ça me dicte de nouveau la constante d'intégration. Donc cet opérateur est un isomorphisme au niveau des espaces tangents, et donc je peux, par le théorème d'inversion locale, ici j'ai que des espaces de Banach, tout était parfaitement sans problème, hein, ça me dit que ce grand S ici, S calligraphique, hein, est un diffeomorphisme local, hein, donc de ce groupe-là, hein, sur... Ce n'est pas un groupe, le 0, excusez-moi, de cet espace-là, hein, sur cet espace-là. Alors maintenant, c'est le dernier slide, je crois. Hein, donc, je devais résoudre cette équation. Hein, donc, j'avais l'application... Enfin, excusez-moi. Je regarde donc... je commence par prendre phi de fh, c'était le second membre. Ensuite, je dois résoudre l'équation de différence, c'est le grand L. Et ensuite, prendre la primitive. Je reviens un instant en arrière. Oui, là, voilà, c'est là. Hein. Donc, j'ai pris phi, puis L. Je résous l'équation de différence. Puis, je repasse
à H en prenant l'inverse de cette application S. Hein, voilà, d'accord. Donc, alors, elle était définie de classe C1 sur un voisinage de R alpha à l'identité ici. Quand je prends la valeur en R alpha à l'identité, j'obtiens l'identité. Hein, et puis, quand je calcule sa dérivée partielle par rapport à H, j'obtiens 0. Ça, c'est parce que grand F lui-même ne dépendait pas de H. Donc, le grand phi, pardon. Le grand phi, la différentielle de grand phi, vous vous rappelez, ne dépendait pas de H. Et donc, quand je compose ensuite, ça continue à ne pas dépendre de H. Hein, et donc, vous obtenez 0. Donc, ça vous dit que le point fixe identité, donc évidemment, pour R alpha, j'avais un point fixe, c'est l'identité. Hein, ben, ce point fixe, je vais pouvoir le suivre quand vous déformez R alpha en F. Hein. Vous allez avoir un unique point fixe qui va dépendre de classe C1 du paramètre grand F. Donc, je l'ai noté grand H égale grand H de F. Hein, c'est le point fixe de cette application. Alors, qu'est-ce que vous dit que ça soit le point fixe de l'application? Donc, j'écris la propriété de point fixe. Alors, ce que je n'ai pas montré, c'est que cette fonction est une moyenne nulle. Hein, d'accord? Donc, j'introduis cette moyenne. Vous avez résolu cette équation. Hein, vous avez résolu modulo la rectification de la valeur moyenne. Mais quand vous avez résolu cette équation, c'est de nouveau le lemme 2, le lemme précédent. Ça vous dit que les deux difféomorphismes, f rond h et h rond h alpha, ont la même image par cette application S que j'ai construite auparavant. Hein, le lemme 2 que j'ai dit. Donc ça vous dit que les deux difféomorphismes ne sont pas tout à fait les mêmes parce qu'ils ne sont pas normalisés. Hein, pour que j'ai un difféomorphisme dans le lemme 2, il fallait que j'ai normalisé H de façon à ce que, disons, la moyenne de H moins l'identité soit nulle. Mais si donc la moyenne de H l'identité n'est pas nulle, bah, il faut que je corrige pour que la moyenne devienne nulle. C'est de nouveau composé par une rotation. Donc de nouveau, si vous avez la même image à donc le C, hein, rappelez-vous, on retranchait de toute façon la valeur moyenne, donc le C disparaît. Hein, et donc, ça veut dire que ces deux difféomorphismes diffèrent par une translation. Une translation que je peux appeler RT. Hein, d'accord ? Et bon, finalement, comme le grand S que j'avais considéré est un difféomorphisme, cette application sera de classe C1. Hein. Donc, au total, vous avez bien résolu, enfin, dans l'énoncé du théorème, le H-1 était là-bas, mais enfin, à part ceci, vous avez complètement résolu le problème que vous aviez. Hein. Vous avez construit H. Hein, ici, vous avez construit H dépendante de classe C1 par rapport à F, et ensuite vous avez rectifié ici RT. Bon, ben, comme F et H ici dépendent de classe C1, comme H dépend de classe C1 de F, le RT qui apparaît ici dépend aussi de classe C1. Hein, et donc vous avez finalement démontré le théorème. Donc, je voulais donner cette démonstration, c'est pour dire, bon, ici voilà un théorème de linéarisation différenciable, hein, donc très simple, une preuve du Hermann, très simple qui permet d'aller directement au bout. Donc encore une fois, le théorème n'est pas optimal pour diverses raisons, hein, mais donc la démonstration est simple. Et donc la prochaine fois, j'expliquerai une autre méthode. Alors, ici, c'est une méthode d'analyse fonctionnelle, comme vous voyez. Hein. J'écris l'équation de conjugaison et je cherche à la résoudre en traitant ça comme une équation fonctionnelle avec un théorème de point fixe, enfin fonction implicite, etc. La prochaine fois, j'expliquerai une méthode donc, géométrique auquel j'ai déjà fait allusion pour les germes de difféomorphisme holomorphe et qui marche, qui n'est pas en principe restreinte au domaine analytique, mais enfin qui marche spécialement bien dans le cadre analytique. Et donc je donnerai une indication seulement, hein, je ne pourrai pas tout faire, des démonstrations des théorèmes de conjugaison dans le cadre analytique en utilisant une méthode de renormalisation. Voilà, je vous remercie.